partage l'avis de mon ami docteur Myriam Bigdeli, mais je rejoins aussi ce qu'a dit le président Etami. Il s'agit d'un sondage. Il faut garder chaque chose avec sa mesure. C'est un sondage. Ce n'est pas une étude, c'est un sondage de 100 personnes et ce sont des perceptions. Et vous savez, les Américains disent « perception is reality ». Donc c'est important, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte, et je partage parfaitement les grandes données donc, de l'étude. Peut-être on discutera tout à l'heure les données sur le RAMED. Les données sur le RAMED sont à discuter, mais en tout cas, ça donne une tendance. Et ça représente la réalité que nous vivons sur le terrain, et je pense qu'on pourra discuter d'un certain nombre de points de ces résultats. Mais je partage parfaitement. D'accord. Alors, je pense que c'est très important, quand on parle du système de santé, quand on parle de RH, on parle médecin. Quand on parle de système de santé RH, il faut parler de l'ensemble des professionnels de santé. C'est crucial. Ça ne me sert à rien de former des médecins ou d'avoir des médecins si je n'ai pas les infirmiers, je n'ai pas les administrateurs, je n'ai pas tous les autres professionnels. Donc, c'est important que notre vision soit dans une vision globale des RH. Et parmi eux, bien sûr, effectivement, les médecins. Et d'ailleurs, notre pénurie n'est pas uniquement en médecins, hein, notre pénurie en personnel paramédical également est important et sur tout le territoire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et je pense qu'on va en parler tout à l'heure, on est en train de parler, il faut avoir le courage de le dire, on n'a pas besoin de réforme de notre système de santé. On a besoin d'une refonte de notre système de santé. Sa Majesté l'a dit dans son discours. Sa Majesté n'a pas dit dans son discours il faut réformer le système de santé. Il a dit il faut refondre le système de santé. C'est quoi la différence entre les deux? Fondamentale. La réforme, c'est quand vous prenez une maison et vous allez arranger des choses. Vous allez changer votre salon, vous allez repeindre, vous allez arranger. La refonte, c'est qu'on accepte, qu'on ait le courage de dire bah, sur certains points, peut-être qu'on n'a pas été bon, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été suffisamment comprises ou arrangées, eh bien, on va refaire. Et c'est pas grave, je veux dire, c'est pas grave, c'est important pour notre population, c'est important pour notre pays. Donc la refonte, et elle va concerner 3 éléments fondamentaux, les ressources humaines dont on va parler tout à l'heure également des infrastructures, ça joue un rôle important, mais également, et il faut aussi le courage de le dire, de la gouvernance donc, du système donc, de santé. Tout ça, je pense qu'on va en discuter, mais peut-être le dernier point, Rachid, sur les ressources humaines, il ne faut pas oublier aujourd'hui que près de 60% de notre outil de production, c'est-à-dire les ressources humaines et l'outil de production, sont sur 5 grandes villes marocaines. Sur 5 grandes villes marocaines, nous avons 60% de notre outil de production. Ben, c'est le premier exemple de l'iniquité que nous avons dans notre pays, dont a parlé Itaina, dont parleront tous les collègues. Nous avons une iniquité mauvaise répartie. Mauvaise. Alors, d'abord, vous allez être surpris, Myriam apparaît représentant de l'OMS. Vous allez voir que beaucoup de points se rejoignent parfaitement. J'aimerais revenir sur des chiffres pour répondre à votre question importante. Les dépenses en santé au Maroc, c'est 60 milliards de dirhams. Le budget de la santé, c'est 18,5 milliards de dirhams, valeur 2020. Les dépenses en santé payées par les ménages sont à 50,7%, auquel vous rajoutez la contribution à l'assurance maladie, c'est exactement 63,3%. C'est-à-dire, il faut être pratique et pragmatique et dire les choses en face. Sur 100 dirhams dépensés en santé au Maroc, 63,3 dirhams vient de la poche du citoyen. Ça, c'est une réalité qui est dramatique. L'OMS appelle ça les dépenses catastrophiques en santé. Et si on voit dans des pays qui sont comparables, et même l'OMS préconise, qu'il ne faut pas dépasser 10%, allez, on va des fois jusqu'à 20-25% de la contribution directe des ménages. Ça, ce sont des faits. Ça veut dire, Rachid, que si on veut élaborer une politique de santé et qu'on s'aperçoit que dans les dépenses globales, les citoyens contribuent à 63,3%, si j'étais dans une société, n'est-ce pas, et que moi je suis actionnaire à 63,3%, j'ai mon mot à dire sur la politique de santé, puisque l'État ne contribue qu'à 27% des dépenses de santé. Finalement, le citoyen contribue à 63,3%, l'État contribue à 27%, reste par les assurances. Donc finalement, nous sommes des partenaires, mais le citoyen est le principal actionnaire de la dépense en santé, si je peux considérer ça comme une société sociale. Pour les hôpitaux, tous les hôpitaux marocains sont déficitaires. Ils sont tous subventionnés par l'État, y compris les CHU, hein, tous sans exception. Mais vous faites bien de le dire, est-ce que l'hôpital public a une vocation à être rentable? Ce n'est pas sa vocation à être rentable. L'hôpital public, sa vocation, c'est donner des soins donc, de qualité, augmenter l'accessibilité aux citoyens, leur satisfaire et soulager leur souffrance de là à ne pas être malade, à être guéri. Mais attention, à la faveur
d'une bonne gouvernance et d'un équilibre budgétaire. On ne peut pas continuer. Donc il faut, même en France, hein, d'ailleurs, il y a le trou de la Sécu. Hein. La France qui a beaucoup plus de moyens que nous. Mais nous ne voulons pas spécialement suivre l'exemple français. Hein. Donc l'hôpital public n'a pas vocation à être rentable, mais il n'a pas non plus vocation à être totalement déficitaire et gruger les caisses de l'État. Donc il faut trouver le juste milieu. Et le juste milieu, il est où? Il est dans les dépenses qui sont parfois non justifiées, dans la gouvernance qu'il faut optimiser, dans les ressources humaines qu'il faut mieux utiliser, dans les équipements, le matériel, les médicaments qu'il faut mieux utiliser pour la santé donc, des citoyens. Et là, on va y arriver, j'espère tout à l'heure, le partenariat public-privé. Je vous donne un exemple concret. Quand vous avez dans des hôpitaux publics des espaces énormes vides qu'on ne peut pas utiliser, et que vous avez quelqu'un qui veut investir en radiologie, pourquoi ne pas réfléchir à un partenariat public-privé important où il peut investir dans le cadre d'une région en fonction des besoins de santé donc de la population, et comment est-ce qu'il peut être payé par le nombre de patients gratuits qui va passer, de ramédistes ou d'autres qui ont besoin et qui n'ont pas les moyens. Il y a des Marocains qui n'ont pas les moyens, eh bien il faut que l'État, il faut que nous tous qu'on contribue pour qu'ils puissent avoir des soins de santé. Et le dernier point, Rachid, le dernier point qui est extrêmement, extrêmement important, il faut, et Myriam l'a dit tout à l'heure, avec toute la finesse qu'elle a, etc., de dire il faut repenser, il faut changer de paradigme. Il faut changer notre manière de penser pour un système de santé différent et qui réponde à des besoins. On est dans la régionalisation, ben, il faut penser système de santé régional en partenariat public-privé. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui. En fait, je pense que les familles qui sont dans ce panel, nous aussi, on ne se fait pas d'illusions. On n'a jamais dit, je ne pense pas que quelqu'un ici ait dit que le problème de la santé ou de la politique de santé est un problème qui est purement médical, purement sanitaire. Nous connaissons depuis des années les déterminants sociaux de la santé. Ça, c'est connu. Je veux dire, on sait que résoudre le problème de la santé, c'est l'éducation, c'est les infrastructures, c'est l'assainissement, c'est l'eau potable, c'est beaucoup de choses. C'est la citoyenneté, c'est le respect de l'autre. Tout ça, c'est connu. Nous, à notre niveau, modestement, nous ne sommes que des pauvres techniciens, je vais le dire comme ça, où on essaye de contribuer, mais je partage parfaitement son avis que le système de santé doit être vu où il y a dedans tous les départements ministériels. Néanmoins, la réalité, nous, que nous vivons donc, sur le terrain, on s'aperçoit que pour résoudre les problèmes de santé, ce qu'on nous demande, c'est réfléchissez comment on peut améliorer le système de santé. Mais si demain, moi, je devais dire au ministre de l'Éducation nationale, mais il faut éduquer les enfants d'abord. Hein, quand vous me parlez d'un système de santé en milieu rural, lorsque dans une école, à l'école, il n'y a même pas de toilettes pour les enfants, pour que les petites filles puissent aller, etc., l'infrastructure. Nous avons encore aujourd'hui au Maroc des enfants et des femmes qui font des dizaines de kilomètres pour trouver un centre de santé. L'infrastructure routière, l'accessibilité, la logistique sanitaire, je partage parfaitement. Maintenant, si on va revenir à notre débat pour qu'on essaye, nous, à notre niveau, de voir comment on peut contribuer. Tout à l'heure, on parlait des possibilités par rapport à l'hôpital public. Il y a aussi des éléments qui sont importants parce que les Américains le disent aussi, facts only facts. Parce qu'il faut faire attention aussi aux gens, on pense que, on a dit que, etc. C'est des faits. Est-ce qu'on a des études? Est-ce qu'on a du concret? Mais parler uniquement pour dire, on a des données, hein. Il y a des données marocaines. Je vais vous donner un chiffre qui est important. On a parlé très souvent, et les politiques disent, mais il faut construire plus d'hôpitaux, plus de lits. OK? Quel est le taux d'occupation des lits? 60% de taux d'occupation, incluant les CHU. Si vous enlevez les CHU, vous avez des taux d'occupation qui tombent à 42-43%. Ça veut dire que plus de la moitié des lits hospitaliers publics sont vides. Ça veut dire qu'il n'y a pas de patients? Faux! Il y a des patients, il y a des délais d'attente. Allez aujourd'hui en oncologie, il le sait très bien, public, ou aller en traumatologie ou aller en cardiologie dans le public, vous avez des fois 6, 7, 8, 9 mois. En ophtalmologie, vous avez 12, 14 mois de délai d'attente à l'hôpital public, alors que la moitié des lits sont vides. Il faut se poser la question, pourquoi? Deuxièmement, on me parle des déserts médicaux, il n'y a pas suffisamment donc, de médecins. Aujourd'hui,
on est, je vais vous le dire, un des rares pays où, par exemple, le professeur Semlali, qui est oncologue, il exerce à Casablanca. Si on a besoin d'oncologue à Khmiz Mamra ou à Bougmez ou à Tchaliwin, il ne peut pas aller exercer là-bas. La loi lui interdit d'aller exercer là-bas. Alors qu'il peut, par exemple, dire, moi, je peux contribuer, je veux aller contribuer à la santé de mon citoyen. Ça, c'est une proposition concrète. J'ai un cardiologue à Jdida. Est-ce qu'il peut contribuer à Bni Mellal? Parce qu'il n'y a pas de Bni Mellal. Il n'a pas le droit d'y aller. La loi interdit. La loi d'exercice de la médecine lui interdit. Par contre, si vous êtes un architecte ou si vous êtes un ingénieur, vous pouvez travailler à Casablanca, à Tanger, à Ouadzem, à Bni Mellal, en fonction de vos besoins. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des idées simples sur lesquelles nous pouvons donc travailler et pour lesquelles on peut rendre service à la population. Concernant les ramédistes, s'il vous plaît, là aussi, parlons de faits. Vous avez un chiffre qui n'a pas été publié par moi, qui a été publié par le ministère de l'Intérieur. Vous avez les pauvres et les vulnérables. Les vulnérables, ce sont ceux qui contribuent par une cotisation à raison de 120 dirhams par personne par an sur un maximum de 600 dirhams par ménage. Mais regardez les chiffres, combien de Marocains ramédistes sont partis chercher leur carte Ramed. Sur les 120 dirhams, 38% sont partis chercher les cartes Ramed. Sur les 600 dirhams, 18% sont partis chercher leur carte Ramed. La majorité ne vont pas chercher leur carte Ramed alors qu'ils l'ont et qu'ils ont droit. Ça, c'est la bonne question. Pourquoi ils ne sont pas partis chercher leur carte Ramed? Nous avons besoin de redonner confiance aux citoyens marocains dans l'hôpital public. Et je rejoins ce que dit mon ami. Si vous voulez que notre système de santé fonctionne, même si nous on est dans le privé, nous voulons un secteur public fort. Nous voulons soutenir le secteur public. On veut un hôpital public fort. On veut des centres de santé. On veut un réseau de soins de santé de base fort. Mais il faut que d'abord le citoyen ait confiance. Aujourd'hui, la réalité, elle est là. C'est que s'il n'a pas confiance dans son système, des fois à tort ou à raison, je n'ai pas dit qu'il a raison de ne pas avoir confiance. Ce que je dis, c'est que dans beaucoup de situations, vous allez interroger le citoyen. Et on l'a fait. On a une étude, on a étudié 7244 parcours de soins. Du marocain, du symptôme, jusqu'à l'utilisation des services de santé publics, privés, centres de santé, cabinets, hôpitaux, cliniques. Quand vous lui donnez un peu plus d'argent, vous savez ce qu'il nous répond, Rachid? Je préfère aller dans le privé. Je lui augmente un peu plus d'argent, je vais dans le privé. Pourquoi le citoyen ne préférerait pas aller dans l'hôpital public? Y compris, je vais ouvrir et fermer une parenthèse, vous allez me comprendre, y compris certaines personnalités qui sont dans le secteur ne vont pas aller se faire soigner dans l'hôpital public, ils vont aller dans la clinique privée. Posez-leur la question, pourquoi? Si vous-même, vous travaillez au ministère de la Santé, hein, et que vous-même, vous n'allez pas à l'hôpital public, vous allez à la clinique privée, je n'ai pas parlé d'étrangers, je parle que Maroc. Si vous permettez. Je parlais que Maroc. Ce que je veux dire, c'est que... Non, parce que je ne voudrais pas aussi qu'on verse dans le populisme, parce que c'est pas ça voilà, qui fera avancer ni la refonte, ni une réforme du système de santé. Ce que je souhaite, c'est que nous tous ensemble, vous médias, tout le monde, les professionnels de santé, l'OMS, les organismes internationaux, nous fassions en sorte de rendre l'hôpital public ou le système de santé public plus fort. Mais cette refonte, encore une fois, j'insiste sur le mot refonte du système, ne peut pas se faire sans le citoyen et sans le secteur privé. N'oublions pas le citoyen. Ce que je veux dire, la personne qui, elle, a fait ce parcours de soins, et je termine par ça, nous avons étudié, on a des données sur ce qu'on a appelé, on l'a publié, le parcours erratique du patient marocain. On est parmi les rares pays au monde où il peut commencer par la pharmacie, cabinet, centre de santé, CHU, clinique, cabinet, pharmacie, centre de santé, traditionnel, c'est ce qu'on appelle un parcours de soins erratique. Eh bien, un parcours de soins erratique, eh bien, malheureusement, pour notre système de santé, pour son financement, c'est extrêmement grave et dangereux. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à une meilleure équité. Donc, pensons parcours de soins du patient marocain. Oui, je partage parfaitement. Peut-être quelques réflexions qui vont choquer certains. Oui. En fait, je crois savoir que ce que nous dit Moulem Bigdeli, quelque part, c'est comportons-nous comme des humains, comme des patriotes, comme des gens honnêtes et sincères, et comme des gens aussi solidaires, y compris avec celles et ceux qui sont exposés à des situations délicates au quotidien, des problématiques autour de la santé. En fait, c'est ça, hein, c'est un monde beaucoup plus humanisé. Tout à fait. Mais comme l'a dit mon ami Simonelli tout à l'heure, il faut bien à un moment ou à un autre que quelqu'un paye. Et on a des fois, et c'est dans le vécu, c'est-à-dire
pour les Marocains, c'est important, l'éducation, ça doit être gratuit. La santé, ça doit être gratuit. Dans les principes, oui, bien sûr. Bien sûr, ce sont des droits fondamentaux. C'est dans notre constitution, c'est des droits fondamentaux. Quand on veut, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Il faut aussi, et le premier, bon, Myriam a dit, il faut absolument qu'on voit la politique réfléchir quel type de paquet de services, mais il faut qu'on ait aussi le courage à l'ensemble donc des Marocains, combien ça coûte. Est-ce qu'on a une comptabilité analytique de combien ça coûte quand je prends en charge votre papa qui a un infarctus du myocarde, quand je prends une urgence, quand je prends un cancer, quand je prends d'autres pathologies, et combien est-ce que ça coûterait si nous faisions plus de prévention et plus d'éducation pour la santé? Si nous avions plus d'activités, je vais vous donner des chiffres. 20% des Marocains sont obèses, 53% surpoids, 30% sont hypertendus, 10% sont diabétiques et 78% ne pratiquent pas d'activité physique. Qui sont des choses qui nous coûteraient beaucoup moins cher. Myriam le sait, si on fait de l'éducation pour la santé, on pourrait réduire de façon drastique un certain nombre de pathologies qui aujourd'hui tuent 78% des Marocains. Les maladies. On va y revenir. Oui. Et la bouteille de gaz. Mais on va y revenir. 78% des décès aujourd'hui au Maroc sont dus aux maladies non transmissibles, dont beaucoup sont liés à des facteurs de risque qu'on dit modifiables et qui jouent un rôle important. L'OMS d'ailleurs, et je les remercie, nous ont félicité lorsqu'on s'est battu au Parlement pour la taxe soda. On s'est battu, on s'est fait incendier, on s'est fait insulter, etc. par l'industrie agroalimentaire. Mais on n'est pas contre l'industrie agroalimentaire, bien au contraire. Nous, on veut qu'il y ait des emplois pour les jeunes au Maroc. On veut développer l'industrie dans notre pays, mais pas au détriment de la santé des gens. Tout ce qu'on dit, c'est est-ce qu'on ne peut pas tous contribuer? Il y en a plein d'exemples à l'échelle mondiale. Je vais vous donner l'exemple du Gabon. Le Gabon, il a taxé les communications téléphoniques. Vous savez qu'en Afrique, il y a plus de gens qui sont connectés sur Internet et sur les réseaux qu'au réseau d'assainissement d'eau potable. Il y a plus de gens connectés par téléphone. Regardez combien d'Africains ont de téléphones, utilisent le téléphone et utilisent les réseaux. Il y a des solutions techniques, on le sait avec l'OMS et avec plein d'autres pays, pour pouvoir... Je ne dis pas qu'il faut taxer tout le monde. Je ne dis pas que la seule solution, c'est la taxation. Mais réfléchissons, par exemple, lorsqu'il y a des produits qui sont nuisibles pour la santé, il faut avoir le courage de dire, est-ce qu'on ne peut pas, pour les produits qui sont nuisibles pour la santé, lever des fonds qui vont aider à l'éducation et à la prévention pour la santé. Et je n'ai pas peur de le dire, et je n'ai pas honte de le dire, il faut taxer le tabac. Il faut taxer l'alcool, je le dis. Oui, je sais qu'on ne boit pas au Maroc, mais on va taxer quand même l'alcool. Hein? Je vais quand même le dire, il faut taxer. En disant quoi? Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a quelques années, ça a été fait. C'est encore fait d'ailleurs de manière récurrente, chaque fois avec un des débats autour du projet de loi de finances. Mais on dit, on taxe les produits de luxe. Oui. On dit, voilà. Est-ce qu'il faudrait évoluer aussi là-dessus en disant une taxation pour le bénéfice de... Rachid, ce que je veux dire, la c'est santé, quoi, en qu'on l'occurrence. ne fasse pas dire, l'idée pour moi, c'est pas parce que je suis contre l'industrie, bien au contraire, chacun est libre et veut développer, nous, on est un pays libéral, hein, bien sûr, mais néanmoins, lorsqu'il s'agit de produits qui sont nuisibles, il faut qu'ils contribuent à la prévention et l'éducation pour la santé, donc des Marocains. Ça me semble une évidence. Donc je ne suis pas là pour dire je suis contre l'industrie ou contre le développement économique de mon pays. Mais il y a peut-être une juste mesure des choses. D'ailleurs, je vous rappelle que pour la taxe soda, uniquement une petite partie, c'est-à-dire au-delà d'un grammage, ça rapporte à l'État 500 millions de dirhams. Je pense que c'est important pour la santé de nos citoyens. Ça, c'est un problème. Donc, la taxe... Sachant que c'est intéressant que vous preniez cet exemple-là, le sucre est compensé en termes de subvention. Oui, tout Donc, à fait. Voilà, il y a une Tout double à fait. sanction. Ouais, bon, bref. Il y a une double sanction. Bon, ça, c'est... Mais il n'y a pas que la taxation. Il y a d'autres façons également, de fonctionner et de contribuer. Contribuer à sa santé, mais de façon juste et équitable. Je ne pense pas que si on demande aux Marocains, pour ceux qui ont les moyens, mais il faut qu'on trouve des fonds pour ceux qui n'ont pas les moyens, que nous soyons tous solidaires pour contribuer à que ça soit géré avec intelligence, sérénité. Par exemple, oui, hyper clair, par exemple, il faut réfléchir, on a dit refondre du système de santé, peut-être réfléchir aux multiples caisses d'assurance maladie que nous avons. Je peux vous dire qu'il y a des pays, c'est la roue, ils n'ont pas besoin de 18 000 caisses d'assurance maladie. Peut-être, réfléchissons ensemble, avec le citoyen, peut-être qu'on n'a pas besoin de 18 000 caisses d'assurance maladie. Et que peut-être qu'il y a d'autres manières donc, de gérer. Le dernier point, il faut que, de façon solidaire, que ceux qui ont un peu plus le moyen contribuent un peu plus au profit de la santé des autres.
avec un rôle important des collectivités locales. Les collectivités locales, je ne suis pas en train de dire comme en France, il faut que dire, c'est que les collectivités locales doivent contribuer, et aujourd'hui c'est très faible, doivent contribuer à l'effort du financement de la santé. Parce que la santé, c'est, je pense, et je me trompe peut-être, on peut interroger les gens dans cette salle, c'est quand même avec l'éducation la priorité des priorités. Moi, je peux vous donner l'autre version. L'autre version, on a fait une étude parce que très important de voir, et je remercie l'OMS, d'ailleurs j'attends avec impatience les résultats. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi le parcours de soins d'un certain nombre donc, de pathologies chez les diabétiques, chez l'hypertendu, et on a étudié quelles sont les dépenses au cours du parcours de soins. Et on s'est dit, quelle est la part du médicament dans le parcours du soin? C'était important de dire, parce que si le médicament représente dans le parcours de soins d'un diabétique, du moment du symptôme jusqu'à aller dans une clinique, un hôpital, le fameux parcours erratique, combien ça coûte le médicament? Comme ça, pour voir est-ce que la baisse du médicament a un impact important dans la prise en charge. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est que les résultats sont intéressants. On n'a pas trouvé, c'est pas un scoop scientifique, parce que ça existe dans d'autres études, mais on a trouvé que dans la prise en charge du patient, le médicament ne représente pas l'enjeu majeur. Sur le plan dépenses financières, il représente un enjeu majeur, évidemment. Mais quand vous prenez le diabétique, et on s'est dit, toutes ces dépenses, entre les examens complémentaires, ophtalmo, néphro, tous les autres suivis, les consultations chez les médecins spécialistes, le suivi, etc., le médicament varie sur les pathologies chroniques entre 18 et 24% de contribution dans la prise en charge globale. Donc, ce n'est pas la majorité. Donc, la baisse du médicament, attention, je ne suis pas contre sur le plan politique, ça c'est des décisions politiques que je respecte. Il ne faut pas non plus faire croire que la baisse du prix de médicaments a un impact crucial, majeur dans les dépenses de prise en charge. Certes, mais il n'est pas aussi important qu'on le croit. Donc ça c'est un élément qu'il faut considérer. Bien sûr que le médicament doit être intégré dans le cadre de la vision. Et peut-être que je vais revenir sur ce qu'on a dit au départ, tout à l'heure pour la télémédecine. C'est très important dans les zones enclavées de pouvoir utiliser certains outils. Mais par exemple, il faut que ça soit dans le cadre d'une chose intégrée. Je peux utiliser la télémédecine pour le diagnostic, mais ça ne me fera pas arriver le médicament au centre de santé à Eidbougmez. C'est-à-dire qu'il faut que si on réfléchit, d'abord, je suis un partisan des soins de santé de base, il faut qu'on ait un paquet de services minimum pour tous les citoyens marocains, de base, le paquet de soins, publics et privés. Et je parlais avec Myriam tout à l'heure, dans le paradigme, je vois parfaitement, et ce n'est pas incompatible, ça peut vous choquer, de faire un réseau de soins de santé de base en intégrant les centres de santé et les cabinets privés, au niveau national, et à réfléchir pour donner à l'ensemble donc, des Marocains ce paquet, mais ce paquet intégré, avec le médicament, avec l'infrastructure, avec les équipements, avec le consommable, et qui soit branché sur les cliniques et sur... Donc oui, intégrer le médicament, mais ce n'est pas la dépense majeure. C'est une dépense importante, mais ce n'est pas la dépense majeure. Et on a des données factuelles sur le terrain.